petit problème technique. On va procéder à l'appel. Je pense qu'on peut le faire simplement. Je passe la parole à la DGS. Bonsoir messieurs, dames. Messieurs les dames, monsieur le maire. Christian Raffat. Rosemary Gédo, président. Et à l'éducation Michel Sédor. Hervé Planchette. Présent. Mila Martial. Jacques Santero. Présent. Marlène Moderne. Présente. Mario Martier. Présent. Karine Alexandre Sabin. Présente. Hugues Sador. Présent. René Misa et Pousse Carrel. Présente. Marie Bragance. Présente. Germaine Pierre-Léon. Présente. Thierry Méronis. Madame Alexandre Sabin. Nicole Vénir. Présent. Sylvie Dufer. Raphaël Paredes. Michaela Gobalsami Propos. Présent. Ali Belchas. Michael Gobalsami. Présent. Patricia Trieste. Jeanne Longueur. Présente. Ludmila Lamal. Procuration. Madame Dupont. Roger Limer. Nazer Calisson. Louis-Édouard Bouraille. Brigitte Dupont. Et Elsie Nalamou. Merci. Donc, Bien. Il semble qu'il y en ait un des deux qui fonctionne. Donc, merci. Et donc, chers collègues, ce soir, l'ordre du jour se présente comme suit. Dans le chapitre ressources humaines, transfert à Cap-Nord du personnel affecté à la compétence tourisme. Administration générale, adoption du principe d'un jumelage avec la ville d'Antigua de Guatemala. En question 3, maintien d'un service public local facultatif dans le cadre de mode de gestion externalisé. En question 4, urbanisme, dans le chapitre urbanisme, modification de la délibération en date du 26 mars 18 relative à la demande de cession de parcelles au lieu-dit La Guinguette et au quartier fort dans le cadre de la ZMO. Chapitre finance, pour finir, subvention à l'association des femmes de la Martinique. Et vous avez tous, je l'espère, reçu un additif pour ce conseil municipal de ce soir qui, dans le chapitre finance, nous demandera de nous prononcer sur la fixation des tarifs de droit de place dans le cadre de la manifestation intitulée Saint-Pierre Art Fair. Voilà, chers collègues, s'il n'y a pas de remarques, les procès-verbaux du conseil municipal, du dernier conseil municipal seront validés à l'occasion du prochain conseil municipal, compte tenu du délai très court entre les deux conseils. Ces procès-verbaux n'ont pas eu le temps d'être finalisés. Voilà, donc nous passons, si vous le voulez bien, d'abord à la question de l'additif. Je vous demande de vous prononcer sur donc l'introduction de cet additif à l'ordre du jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Et donc nous allons commencer par cet additif. D'accord ? Il s'agit donc, je vous l'ai dit, de fixer des tarifs de droit de place dans le cadre de la manifestation intitulée Saint-Pierre Art Fair. Et pour cela, je passe la parole à Madame Rila Martial. Merci Monsieur le maire, bonsoir collègues, bonsoir tout le monde. La ville de Saint-Pierre organise dans le cadre du mai culturel de Saint-Pierre du 8 au 9 mai 2018 une manifestation intitulée Saint-Pierre Art Fair dans les jardins de la place Louis-Ernoult. Cette manifestation vise à réunir pendant 2 jours sur un même site une quarantaine d'artistes. La ville de Saint-Pierre mettra à la disposition de chaque exposant un stand de 12,50 m
12 mètres carrés 50 ou de 25 mètres carrés pour les espaces galeries dits pavillons, réservés aux galeristes et groupements d'artistes sélectionnés comme tels. Monsieur le maire propose que chaque artiste s'acquitte d'une participation pour les 2 jours de 60 €, chèque aux espèces, à l'ordre du Trésor public, pour un emplacement de 12 mètres carrés 50. 100 € à l'ordre du Trésor public pour un emplacement de 25 mètres carrés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le montant des droits de place ainsi proposés pour la mise à disposition de stands dans le cadre de la manifestation Saint-Pierre Art Fair, d'autoriser le maire à prendre toute décision relative à cette affaire. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, juste concernant effectivement cette manifestation dans le cadre du mai culturel, comme il est précisé dans l'additif, donc c'est une manifestation qui regroupe des artistes et c'est une manifestation que nous, au niveau de la municipalité, nous souhaitions qu'il soit autofinancé. C'est-à-dire qu'en fait que les fonds ne participent pas au financement du mai de Saint-Pierre, donc d'où cette proposition. Nous avons déjà des réservations, pas mal de réservations, donc nous souhaitons, c'est une première, et donc voilà, donc la proposition de 60 € et de 100 €, c'est on en a longuement discuté avec le prestataire, et donc pour la location du stand, ça sera ce prix-là, sachant qu'il y aura une animation musicale aussi. Par contre, cette animation musicale fait partie du budget du mai de Saint-Pierre. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je reste à votre écoute. Collègues, vous avez des questions ? Pas de questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Délibération adoptée avec une abstention. Nous passons donc au chapitre ressources humaines en l'absence de notre collègue Raphaël Eloi-Bizès. Je passe la parole à Madame Taïna Ampini, DGS de la ville de Saint-Pierre. Bien, en vertu de la loi Notré portant nouvelle organisation territoriale de la République, Cap-Nord est titulaire de la compétence promotion du tourisme depuis le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, l'article L 5211-4.1 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, prévoit le transfert du personnel de la commune vers la communauté d'agglomération après saisine du comité technique et du conseil municipal. 2 adjoints administratifs statutaires à temps complet sont actuellement affectés à l'Office du tourisme de Saint-Pierre et leur quotidien de travail est entièrement consacré au tourisme. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal d'approuver le transfert de ces 2 agents vers Cap-Nord. Alors je voudrais juste rajouter que le comité technique s'est tenu ce matin avec un avis favorable à l'unanimité pour que ce transfert soit effectif vers la communauté du Nord Caraïbes. Y a-t-il des questions, chers collègues ? Monsieur Spartero ? Oui, il est dit, la loi nous dit que les agents municipaux effectivement sont reversés chez les clients. Maintenant, et la loi aussi dit que les bâtiments sont affectés aussi à la collectivité à qui la compétence a été attribuée. Donc dans ce cas-là, ma question, l'actuel office du tourisme, en fait, le bâtiment qui est office du tourisme, la ville acétale, normalement, devrait passer sous la coupe, sous la gestion de Cap-Nord. Qu'en est-il? Est-ce que c'est prévu Ceci fera l'objet d'une négociation dans un deuxième temps. Il y a des équilibres de charges qui doivent se faire et je ne peux pas répondre précisément à cette question avant d'avoir négocié avec Cap-Nord ce qu'il lancera. Je ne pense pas qu'on va transférer le bâtiment, mais peut-être les charges de fonctionnement de ce bâtiment à Cap-Nord. C'est ce qui sera négocié avec... c'est pas la propriété du bâtiment qui va être transférée à Cap-Nord. C'est pas ce que dit la loi.
La loi dit, je ne sais pas précisément ce quoi vous dites allusion, mais ça n'est pas aussi simple que ça de transférer quelque chose qui relève du patrimoine de la ville de Saint-Pierre sur la base d'une loi toute simple, parce que la loi le dit, on va transférer le patrimoine immobilier de la ville à Cap-Nord. Ça nécessite normalement des actes juridiques, des actes machin, et des négociations et des compensations. Voilà. Donc à partir de là, je ne peux pas vous répondre ce soir dans le détail. Des lois de la République française, il est clairement indiqué que le transfert de compétences le transfert des agents contrat des bâtiments municipaux. Très bien, monsieur Espartero, je vous ai répondu, je ne vous en dirai pas plus ce soir. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, adoption à l'unanimité. Deuxième chapitre, administration générale, adoption du principe de jumelage avec la ville d'Antigua-Guatemala. Donc, en l'absence de madame Juno Plesdin qui a pris l'avion hier soir pour quelques jours hors du territoire, je prends la parole pour dire que la ville a pour objectif de mettre en partenariat avec la ville d'Antigua-Guatemala. Ce jumelage est impulsé par les municipalités respectives. Si ce jumelage est impulsé par les municipalités respectives, il bénéficiera de l'appui des gouvernements de la République du Guatemala et française. Cette opération devrait développer plusieurs thèmes prioritaires, notamment la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, la recherche historique et archéologique, particulièrement l'archéologie préventive, les arts, la formation, la mobilité des jeunes, le tourisme et la gestion des risques et des désastres naturels. Les deux villes profiteront ainsi de conseils mutuels, de conférences, d'expositions, de publications, des événements culturels, des missions d'experts, des ateliers, des échanges scolaires, une promotion touristique, entre autres. Les engagements de chacune des parties seront consignés dans une convention partenariale, une version française et une version espagnole, ainsi que toutes les raisons qui ont motivé cette opération et cette relation d'amitié. Le projet des conventions était donc à la disposition des élus au secrétariat général. Donc je veux vous demander après le débat si le Conseil m'autorise à approuver le principe du jumelage avec la ville d'Antigua de Guatemala et de m'autoriser à signer la convention telle que proposée. Je à vos questions, chers collègues. Monsieur Espartero. Oui, monsieur le maire, le 10 août 2016, vous m'avez adressé ainsi qu'à Mme Pauline Quentin copie de documents relatifs au jumelage de la ville de Saint-Pierre avec la ville de San Pedro Cholula, signé en 2002. Extrait de PV des délibérations du conseil municipal du 24 novembre 2002, note de présentation, approbation du projet et demande de subvention. Votre souhait le plus vif était de réactiver cette coopération et disiez-vous à l'époque, par respect pour les populations de ces deux villes historiques, Saint-Pierre et San Pedro Cholula, on se devait de renouer les contacts pour programmer une visite aux autorités de San Pedro Cholula. Mercredi 11 avril 2018. J'ai découvert sur Facebook une vidéo dans laquelle on vous voit accompagné de la première adjointe et de l'animatrice de l'architecture du patrimoine de la ville de Saint-Pierre. Cette vidéo qui a été mise en ligne par les services de la ville d'Antigua de Guatemala relatait votre visite au Guatemala pour préparer le jumelage de la ville de Saint-Pierre avec la ville d'Antigua. Alors que vous aviez l'occasion, lors du dernier conseil municipal du 26 mars dernier, de nous informer de ce déplacement qui n'était pas un déplacement privé, vous ne l'aviez pas fait, non pas par oubli, mais par mépris pour la minorité municipale qui pourtant représenterait aussi les Pierrotines et les Pierrotines. Monsieur le maire, pourquoi cette précipitation à vouloir signer une nouvelle convention alors que les objectifs fixés dans la convention signée en 2002 avec San Pedro Cholula offrent des thèmes de coopération similaires à ceux qui sont prévus dans la convention que vous vous apprêtez à signer? Pourquoi ne pas réactiver cette coopération en renouant les contacts avec les autorités de San Pedro Cholula, comme vous l'aviez vivement souhaité à l'époque? Allez-vous enfin mettre un terme à cette coopération et à la convention signée en 2002 par les autorités de la ville de San Pedro Cholula et celles de
les Pierrotains dans tout cela continuent à gagner dans ce petit jeu minable. Je crois que dans votre question, il y a une réponse. Vous estimez que c'est un jeu minable, ça c'est votre opinion. Ça n'engage que vous. Donc, je vais répondre. Je n'ai rien à cacher. Je vais répondre par la première partie. Vous me parlez de San Pedro de Cholula. Sachez que, et vous devriez le savoir depuis le temps que nous avons collaboré, même si ça n'est plus le cas actuellement, que lorsque j'engage ma parole est suivie d'actes. Il se trouve que ce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas posé la question avant, c'est que des recherches ont été faites par Madame Plantin et par moi-même pour retrouver trace des personnes ou des acteurs qui étaient ceux qui avaient signé ce jumelage avec la ville de Saint-Pierre en 2002. Il se trouve que j'ai peut-être pas eu l'idée d'appeler Madame Lupon pour lui demander de me donner les coordonnées de ces acteurs. Mais nous avons trouvé aucune trace de ces acteurs. Donc à partir de là, je ne peux pas réinventer quelque chose dont je ne suis pas l'auteur et qui a été mis en sommeil pendant 14 ans. C'est pas moi qui ai signé le jumelage en 2002. C'est le maire qui m'a précédé avec son équipe et qui n'a pas activé ce jumelage. Et s'il n'y a rien eu de fait pendant 14 ans, ça n'est pas à moi qu'il faut demander des comptes. À partir de là, oui, j'ai simplement jugé rationnel, pragmatique, logique de retrouver trace de ces personnes pour essayer de réactiver ce jumelage. Je n'en ai pas trouvé la possibilité. Le Mexique, c'est grand. D'accord ? Donc à partir de là, on a des interlocuteurs dans un pays qui compte plusieurs millions, dizaines de millions d'habitants. Aller chercher une aiguille dans une botte de foin, je n'ai pas été élu pour cela pendant 5 ans. Donc à partir de là, nous avons abandonné les recherches, mais peut-être que Madame Lupon qui est là, je ne l'interpelle pas aujourd'hui, je réponds à votre question simplement, je vais le lui demander, est-ce qu'elle veut bien me donner les coordonnées des contacts qu'il y avait à l'époque, si tant est qu'ils sont toujours en activité, si tant est qu'ils soient toujours en vie, pour réactiver ce jumelage. Parce qu'on ne réactive pas un jumelage de façon unilatérale. En général, c'est bilatéral. Voilà. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, j'entends bien votre étonnement de voir que nous avons, Madame Génaud et moi, effectué un déplacement sur le Guatemala. Mais vous avez juste oublié de dire que j'étais aussi accompagné par mon épouse. Bon. Monsieur Espartero, je vous prie de me laisser répondre. Si ma réponse vous gêne, c'est votre problème. Mais c'est ma réponse. Tout ça pour vous dire que je ne crois pas avoir demandé au conseil municipal de financer ni mon déplacement, ni le déplacement de Madame Génaud, ni surtout pas le déplacement de Madame Rafa. Donc c'est un déplacement qui a été fait sur mes deniers personnels et ce déplacement a été fait dans l'objectif de rencontrer des personnes qui ont contribué à proposer à la ville de Saint-Pierre un jumelage avec cette ville. Donc à l'origine de cette idée, il y a tout simplement le consul honoraire du Guatemala en Martinique, monsieur Meno, archéologue de son métier, et qui m'a dit, monsieur le maire, compte tenu de ce que je sais de la ville de Saint-Pierre, parce que j'y travaille sur des chantiers de fouilles archéologiques de l'époque amérindienne, je suis consul honoraire du Guatemala, où j'ai vécu de longues années, et il y a indéniablement un rapprochement entre ces deux villes sur beaucoup d'angles. Les deux villes ont des histoires parallèles. Saint-Pierre a été rasé en 1902 par un volcan.
Antigua-Guatemala a été rasée au XVIIIe siècle par 3 séismes successifs, a été reconstruite, est actuellement classée au patrimoine mondial de l'humanité. Saint-Pierre est ville d'art et d'histoire, une ville française, une ville guatémaltèque, bassin américain, qui ont des destins parallèles. Il y a tout est ouvert pour qu'il y ait un jumelage entre ces deux villes, si vous le voulez bien. Donc à partir de là, je me suis aperçu que ce monsieur n'était pas le seul à le penser, puisque monsieur le sous-préfet a trouvé l'idée. Alors c'est pas parce que vous n'êtes plus dans la majorité que mes élus ne sont pas au courant de ce que je fais. Désolé, je ne peux pas et je n'ai pas l'obligation d'informer la minorité pas à pas tous les jours de ce que je fais. Je le fais quand c'est nécessaire, et c'est le cas ce soir. Il se trouve que le sous-préfet est informé, donc l'État français est informé, le préfet avait même autorisé le sous-préfet à nous accompagner avec cette délégation. Je pas attendu sur les fonds d'État qui sont dédiés à la coopération internationale. J'ai décidé de prendre les frais de ce déplacement à ma charge, ainsi que la première adjointe, pour joindre l'utile à l'agréable, à savoir découvrir le pays dans sa culture. C'est la Semaine Sainte, donc c'est un moment fort dans ces pays-là, au Mexique, au Guatemala, mais aussi pour rencontrer officiellement des personnes. L'ambassadeur de France nous a accueillis. L'ambassadeur de France, avec M. Perumino, a organisé toutes les réunions protocolaires que nous avons eues. Nous n'avons pas rencontré que le maire de la ville, nous avons rencontré le ministre des Affaires extérieures, nous avons rencontré le ministre de la Culture, le ministre du Patrimoine, en charge du patrimoine, le ministre du Tourisme, nous avons visité des écoles, nous avons visité une université avec laquelle un projet de coopération entre le lycée Anissé et cette université pourrait être mis en place. Nous avons rencontré des gens de l'UNESCO. Nous nous sommes tout simplement aperçus que la proposition qui nous a été faite, qu'on n'a pas tiré au sort d'aller au Guatemala et à Antigua, que cette proposition, cette suggestion qui nous avait été faite était fondée. Parce qu'en plus, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur lui-même, qui a informé au quotidien le Quai d'Orsay, tout simplement, de ses visites, de ce qui se passait le long de ses visites, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait un enjeu de lier pour la première fois une collectivité guatémaltèque avec une collectivité française, parce que ça n'existe pas, et donc c'est quelque chose qui engageait même les États. Donc un signal fort entre le Guatemala et la France. Donc ça dépasse Saint-Pierre, ça dépasse la Martinique, et donc il s'agit de ça. Bon, maintenant, à partir de là, je suis revenu vers les collègues, les conseillers municipaux de la ville de Saint-Pierre, leur faire mon compte rendu et leur proposer ce soir de valider le principe de ce jumelage, puisque de toute façon rien n'est signé. La convention qui était à votre disposition, sachez-le, a été rédigée, tout du moins le brouillon, le projet de cette convention a été rédigé par les autorités guatémaltèques, c'est-à-dire Sébastien Perumino, entre autres, consul honoraire et Guatemala, de Antigua, et l'ambassadeur de France lui-même. Donc c'est quelque chose qui n'a pas, même si vous le découvrez, ça c'est un fait, n'est pas une improvisation. Donc je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais je crois que si vous ne savez pas, vous êtes peut-être le seul à ne pas savoir. Donc, mais en tout cas, je vous dis ce que je devais vous dire ce soir. Donc la question, c'est de savoir si la question de ce principe de jumelage va être débattu et voté par le conseil municipal ce soir. Je crois qu'il y avait une autre question, je ne sais pas, vous avez prévenu d'une question. Alors bonsoir à tous. Monsieur le maire, vous avez répondu en partie aux collègues. Et j'ai une question à vous poser à l'occasion, donc aussi à madame la première adjointe, mais comme elle n'est pas là, donc vous allez répondre pour vous deux. Vous êtes partis tous les deux en Inde en 2016.
Puis, vous avez effectué, toujours tous les deux, Madame Rose-Marie Génaud et vous-même, un deuxième voyage en novembre 2017 pour défendre le label Ville d'art et d'histoire de la ville de Saint-Pierre. Enfin, vous revenez tous deux d'un voyage en Guatemala, donc on vient de le rappeler là, de plusieurs jours. Monsieur le maire, ma question est la suivante. Dans un souci de transparence pour tous les élus et le public ici présent ce soir, et surtout devant les difficultés financières que nous rencontrons depuis notre arrivée en responsabilité dans cette mairie, ma question est la suivante. La ville a-t-elle financé vos différents voyages, c'est-à-dire les 3? Merci. Merci de la question. Donc effectivement, tu as raison, Tina Bragance, de souligner les difficultés de la ville de Saint-Pierre, et c'est justement ce qui a justifié que je n'ai ni moi-même ni Madame Génaud demandé quoi que ce soit à la mairie de Saint-Pierre dans ces différents déplacements qui ont été faits dans l'objectif de nouer des liens et de découvrir des personnes à l'international, parce que dans notre objectif, nous avons le souhait d'ouvrir Saint-Pierre à l'extérieur et à l'international en particulier. Donc la ville de Schœlcher est jumelée avec une ville d'Allemagne. C'est pas le seul exemple. Il y a beaucoup de villes qui le Lamentin avec Cuba. Je ne vois pas pourquoi Saint-Pierre ne pourrait pas avoir des liens de coopération dans tous les domaines. Hein. C'est écrit dans les raisons, le fondement de ce qui sera la convention signée de part et d'autre. Pourquoi Saint-Pierre ne rechercherait pas ces liens? Donc je te réponds très clairement, parce que justement les pratiques antérieures qui consistaient à aller voyager, ne serait-ce qu'au congrès des maires, n'étaient pas les bonnes. Quand on demande, les élus en tout cas, à la mairie de Saint-Pierre, la ville, quelle qu'elle soit, de contribuer à un déplacement, même si c'est une mission, ça doit faire l'objet d'une délibération et une autorisation du conseil municipal. Donc je ne crois pas que tu aies souvenir, ni personne aussi ici présent, que j'ai demandé, et Madame Génaud non plus, à ce que la ville de Saint-Pierre contribue aux frais de ces différents voyages, que ce soit billets d'avion ou hébergement ou quoi que ce soit, ou frais de bouche. Tous ces frais ont été pris en charge par nous à titre personnel. Il se trouve que nous en profitons pour avoir et ouvrir des opportunités à la ville de Saint-Pierre, mais ça c'est notre affaire. Et si ça aboutit, ce sera tant mieux, et ça va dans la droite ligne de ce que vous avez tous fait, de ce que vous avez accepté de faire, à savoir d'œuvrer sans demander aucune indemnité à la ville pendant plusieurs années, puisque c'était l'objet, c'est presque 2 ans et demi. Donc non, aucun euro de la ville de Saint-Pierre n'a servi à ces déplacements. À titre d'exemple, par exemple, au Guatemala, nous avons été pendant près d'une semaine hébergés tout simplement à l'ambassade de France pour nous permettre de réduire les frais de ces déplacements. Pendant toute la durée des rencontres protocolaires, nous étions hébergés par l'ambassadeur de France en personne. Donc nous avons cherché tous les moyens qui étaient possibles pour que ça ne coûte rien à la ville de Saint-Pierre. Monsieur Mario Marquet. Alors, je vous ai entendu dire effectivement que même si vous connaissiez l'existence de ce jumelage qui avait été fait par l'ancienne mandature, que vous avez fait des recherches, mais à mon avis, ces recherches que vous avez faites, apparemment, n'étaient pas, à mes yeux, extrêmement convaincantes. Je m'explique. Il y a quand même l'ancienne mandature là, il y a quand même Madame Lupon, il y a quand même une convention qui a été signée avec cette ville domestique, et à mon avis, qu'on aurait dû trouver trace. Et si vous ne le savez pas, autant que je vous l'appelle aussi, que
s'il y a un consulat du Guatemala en Martinique, il y a aussi un consulat du Mexique en Martinique. Donc, ce que je veux dire par là, je constate que ces efforts-là que vous avez faits pour retrouver trace de ce jumelage n'étaient pas des efforts extraordinaires. Alors qu'il y a 14 ans, effectivement, il y a eu ce jumelage, et 14 ans, c'était la majorité des Pirotins qui ont accompagné le maire dans ce jumelage. Donc, au jour d'aujourd'hui, oublier carrément, effectivement, que ce jumelage existe, à mon avis, je vous reprends un petit peu les termes de mon collègue Espartero, parce que je crois que parfaitement il a raison, c'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris, il faut absolument le dire, je tiens à le dire. Et en plus, vous insistez quand même sur le problème, parce que vous allez jusqu'à dire, ouais, c'est parce que tu as 14 ans en arrière, moi je ne suis pas allé retourner 14 ans en arrière. Mais pour la ville d'Oisy-Soir aussi, il y avait 14 ans. Donc il y a quand même eu un travail qui a été fait par ce jumelage, et apparemment, cette convention pour le Guatemala, c'est un copier-coller de ce qui existait pour le Mexique. Donc, en plus, dire que vous avez payé les frais, que vous avez fait des choses comme ça ne nous suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce que la population veut savoir, c'est qu'il y aura quand même des frais qui seront engagés pour ça. Nous sommes incapables de payer les travaux de la crèche, nous sommes incapables de boucher un trou à Saint-Pierre, mais effectivement, tout simplement, il faudrait vous croire que les frais, effectivement, ont été pris à votre charge. Je peux avoir le micro, s'il vous plaît? Bon, je vais répondre et je ne répondrai plus après ça parce que je ne vais pas débattre pendant toute la nuit de quelque chose qui, à mon avis, vous en ferez ce que vous voudrez. Je sais votre propension, Monsieur Marquet, à donner des leçons, à évaluer l'action insuffisante ou non convaincante des uns et des autres. Bon, ça c'est votre choix, c'est votre droit. Mais je ne peux pas, encore une fois, parce que je connais votre propension aussi à désinformer, vous êtes un spécialiste, à laisser flotter des choses qui clair dans l'air. Je confirme ici ce soir qu'il n'y a pas 1 euro qui a été dépensé jusqu'à maintenant dans le cadre de ce jumelage. Et si nous devons faire venir ou contribuer à faire venir ou inviter une délégation du Guatemala ici, nous irons chercher les moyens au niveau de l'État qui nous accompagne. Le sous-préfet est prêt, le préfet est prêt. Nous impliquerons la CTM, nous impliquerons toutes les instances Cap Nord pour faire en sorte que ce déplacement réciproque ne coûte rien à la mairie de Saint-Pierre. Ça, c'est mon engagement. Maintenant, en face de notre engagement, il y a vos paroles, ce sont les vôtres. Moi, ce sont les miennes. Donc, je ne serai pas plus long là-dessus. Maintenant, vous me dites que je n'ai pas été convaincant dans mes recherches. Je signale que vous avez à côté, vous êtes encadré de 2 personnes. Madame Lupon qui est là. L'ex-adjointe à la culture et au patrimoine qui a signé le jumelage, qui a fait le déplacement au Mexique, qui était l'adjointe de celui que vous qualifiez dans le Fons-Antilles de votre grand ami de toujours. Vous auriez pu nous aider à trouver trace des interlocuteurs de ce jumelage. Vous ne l'avez pas fait. Et vous êtes encadré aussi par l'ex-adjoint en charge de la culture et du patrimoine qui, pendant tout son exercice, n'a pas cherché un seul jour comment trouver trace de ce jumelage. Donc c'était à moi de le faire. Je sais votre propension à m'intimer l'ordre de faire et attendre que ensuite de juger de ce que j'ai fait ou pas fait. Moi je continue mon chemin, continuez à parler, pas de problème, et je passe la parole à Monsieur Planchette qui veut intervenir également. Bonsoir, je trouve quand même extraordinaire ce débat-là parce que on accuse la municipalité actuelle de ne pas avoir fait les bonnes recherches, mais il y a une convention qui a été signée entre 2 personnes il y a 14 ans. L'une n'a rien fait, l'autre n'a même pas cherché non plus à nous contacter non plus, en se disant il y a une nouvelle municipalité, voyons voir ce que ça va faire. Et puis maintenant on nous dit bon ben c'est vous messieurs, mais il faut quand même repasser les choses dans leur contexte. Pendant 14 ans, aucune des 2 villes qui ont signé cette convention, ni le Mexique, ni la ville de Saint-Pierre, n'ont cherché à se connecter, ni à chercher à faire ne serait-ce qu'un seul voyage, un échange par mail des scolaires. Ce
Jusqu'à maintenant, les Pierrotais ont considéré que cette convention n'a servi que de centre de vacances à quelques élus au Mexique. Alors de grâce, commencez par demander des comptes à ceux qui ont signé cette convention, des deux côtés, parce qu'une convention, ça se signe avec deux personnes. Nous avons été sollicités par l'Inde, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Inde en France nous a sollicité. Nous sommes sollicités par la ville de Rimé-Montjoly et nous sommes sollicités par la ville d'Antigua, du Guatemala. C'est parce qu'il y a une envie, et l'envie, elle est bidirectionnelle. C'est pas seulement à nous d'aller chercher ce qui a été fait avec 14 ans, alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais soyons sérieux, monsieur. Pendant 14 ans, personne n'a cherché à faire quoi que ce soit, et c'est nous qui devons le faire. Et eux, ils ont signé quelque chose, ils ne cherchent pas à dire, ah ben on avait signé il y a 14 ans quelque chose avec la ville de Saint-Pierre, allons essayer de voir ce qu'elle... Et puis là, on arrive et puis c'est à nous de le faire. Alors qu'on a d'autres personnes qui ont envie de faire des conventions avec nous et qui sont prêtes à s'engager avec nous. Et avec qui nous sommes prêts également à nous engager parce qu'il y a une véritable ressemblance entre nos villes. C'est ça la différence. Nous allons chercher des gens qui ont envie de travailler avec nous et avec qui nous avons envie de travailler. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'avez pas encore compris ce que c'est qu'aimer la ville de Saint-Pierre. Je m'en tiendrai là en rajoutant un petit complément à ce qui vient d'être dit. Dans les archives de la ville de Saint-Pierre, nous avons découvert qu'il existait un jumelage qui a été signé avec la ville du Québec, historiquement. Était-ce à nous, de Québec au Canada, était-ce à nous aussi d'aller chercher trace et pour faire revivre quelque chose. Donc je suis désolé. Ceux qui prennent la responsabilité de signer prennent aussi la responsabilité de faire vivre ce qu'ils ont signé. Et ces personnes qui étaient allées au Mexique avaient voyagé aux frais de la ville de Saint-Pierre, pas nous. Donc à partir de là, je crois que c'est un débat stérile. C'est une spécialité que je n'aime pas beaucoup. Alors, je m'en tiendrai là pour ce soir et je demande de passer aux voix. Oui, vous avez l'habitude de juger de ce qui est important ou pas important. Donc, admettons que ce soit important. Non, c'est votre habitude à vous. Attendez. Je dis ça parce que, M. Espartero, vous avez terminé votre grand speech tout à l'heure pour dire que ce que nous faisions était minable. Donc vous avez l'habitude de juger et de préjuger. Donc je vous accorde que le fait que vous allez prendre la parole, que c'est très important et que c'est pas minable. Allez-y. Je ne vais pas accepter longtemps vos insultes à une représentation de la ville de Saint-Pierre. Vous nous insultez régulièrement, M. Espartero. Je n'admets pas cela et je dois vous le dire. Continuez si vous voulez. Continuez. Alors, vous avez dit tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que vous aviez omis, par mépris, de nous informer, et ça c'est la vérité, vous avez dit que vous n'étiez pas tenu d'informer la minorité municipale. Soit. Mais ce que je vous demanderai dorénavant, c'est lorsque vous faites des invitations, lorsque vous invitez la population, ne dites pas que c'est le conseil municipal qui invite la population, le maire et le conseil municipal. Dites simplement le maire et sa majorité, puisque nous ne sommes pas conviés. Donc, allez jusqu'à... Non, monsieur Espartero, encore une fois, nous allons, c'était une question très importante, vous l'avez noté, mais je vais quand même répondre parce que je ne veux pas que les choses traînent. C'est ici, ce soir, en enceinte officielle, que j'informe tout le monde de ce qui est l'objet du débat. Je ne suis pas censé, au fil de l'eau, vous informer de ce que je fais et de ce que l'équipe municipale fait. Vous ne voulez pas aussi que je vous invite au pré-conseil ? Bon, à partir de là, je passe au vote. Vous avez la question, donc je demande aux membres du conseil municipal d'approuver le principe de jumelage avec la ville d'Antigua, Guatemala et de m'autoriser à signer la convention telle que proposée. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux personnes ne prennent pas part au vote, une abstention adoptée à l'unanimité, moins une abstention. Je passe maintenant à la question 3. Maintien d'un service public local facultatif dans le cadre de modes de gestion externalisés. Oui, je passe la parole à Madame la DGS pour donner lecture de cette délibération, de ce texte qui va précéder la délibération.
Bien, le musée Franck Perret est un musée municipal essentiel au rayonnement culturel de la ville de Saint-Pierre. Il relève sans conteste d'un service public facultatif de la culture. Son état actuel ne permet pas de le maintenir au niveau qui devrait être le sien et ne reflète pas son statut de musée de France. Les conditions de mise en valeur des collections ne sont pas davantage à la hauteur de l'enjeu, malgré le dévouement du personnel affecté. L'état général du bâtiment et son environnement immédiat est mauvais et de nature à présenter à court terme des risques pour la sécurité des usagers et des personnels. La question de sa réfection et de son développement doit donc être posée. Dès lors qu'il s'agit d'un public non obligatoire, le conseil municipal doit donc se prononcer sur le maintien ou non de ce service en qualité de service public local et dans l'hypothèse du maintien de ce service sur le mode actuel de gestion du service et dans le cadre d'un mode de gestion externalisé sur les caractéristiques du contrat à intervenir. Donc, concernant le maintien ou non du service public non obligatoire, s'agissant d'un service public local non obligatoire, avant de maintenir le service, la commune doit s'assurer de ce que la poursuite de la mise à disposition d'un tel service répond à un intérêt général et correspond à une carence qualitative ou quantitative de l'initiative privée. En l'espèce, l'offre culturelle privée, d'une part, et l'intérêt général du musée dédié à l'histoire de Saint-Pierre et à son rayonnement dans le monde, d'autre part, ne peut que conduire à considérer qu'à l'évidence, le musée légué à la ville par son concepteur doit rester municipal. Il est donc proposé aux conseillers de voter le maintien du caractère municipal du musée Franck Perret comme relevant du service public local de la culture. Concernant le mode de gestion du service, il doit être rappelé aux conseillers les principales caractéristiques des différents modes de service avant de se prononcer sur celui qui sera retenu. Nous avons donc la régie directe qui permet la gestion directe du service par la personne publique sans qu'il ait une personnalité morale distincte et qui peut bénéficier d'une autonomie financière avec un budget annexe. Si ce mécanisme donne à la collectivité la parfaite maîtrise du service, il ne semble pas envisageable de la retenir au regard des coûts et des responsabilités directes encourues. L'habilitation unilatérale, c'est donc une deuxième proposition de mode de gestion de service. Dans ce cas, la gestion est confiée soit à une personne publique. En matière culturelle, ce sont généralement les établissements publics de coopération culturelle, EPCC. C'est le même mécanisme que pour le CCAS en matière d'action sociale. Mais si ce mécanisme est intéressant en soi, il ne paraît pas opportun au regard de la volonté communale de maîtriser cet outil important pour le développement de la ville. Soit à une personne privée, généralement une association, mais cette solution présente le risque majeur de la gestion de fait par les communes. La frontière entre la gestion publique et la gestion privée n'est pas toujours très simple à établir dès qu'il s'agit d'une forme associative. Si le contrat est trop lâche, on risque à défaut de contrôle, et s'il est trop étroit, on risque la requalification en délégation de service public sans mise en concurrence. Enfin, l'habilitation par voie contractuelle, c'est la délégation de service public qui n'est accordée qu'à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Il doit être souligné que la délégation de service public, DSP, permet de conserver le contrôle de l'exécution du service et de sa qualité par le délégataire, rapport annuel de délégataire en particulier, de fixer contractuellement les tarifs tout en entraînant une participation financière réduite de la collectivité, car la délégation de service public se définit comme étant le contrat par lequel la rémunération du titulaire est assurée substantiellement par les résultats du service, le risque étant, statutairement au moins, supporté par le délégataire, et s'agissant du service public à caractère administratif, il n'y a pas de subvention d'équilibre. Il est même possible de demander au candidat de présenter un dossier où la participation de la ville serait aussi réduite que possible, voire inexistante. Aussi, au regard des enjeux du musée et du fait que ce dernier doit pouvoir être géré par des professionnels du secteur afin de donner à ce musée le lustre qui lui revient à moindre coût pour la ville, il est proposé au conseil municipal de voter le principe d'une délégation pour la rénovation, la gestion et l'exploitation du musée Franck Perret relevant du service public culturel de la ville. Concernant les caractéristiques du contrat, une
fois le principe de la délégation de service public maintenu, le Conseil doit se décider sur les grandes lignes du contrat conformément à l'article L. 1411-4 du CGCT. S'agissant du type de contrat, il est proposé de s'en tenir à une convention d'affermage dès lors qu'il s'agit de mettre à disposition une infrastructure existante. Nonobstant les travaux de rénovation qui doivent y être réalisés pour un montant à déterminer ultérieurement, une extension du musée pouvant être envisagée et sollicitée dans le respect des proportions de la structure existante et sous réserve de l'obtention des autorisations de l'État, travaux dont il convient de s'assurer de la bonne fin d'amortissement. S'agissant de l'objet du contrat, il est proposé de solliciter du délégataire la remise en valeur des collections existantes et leur déploiement, ainsi que la mise en place d'une politique muséale d'accueil et d'animation en correspondance avec le label de musée de France, impliquant une relation étroite et obligatoire avec les services culturels de l'État, qualitative, innovante et accessible pour le grand nombre, rendant possible une politique événementielle de nature commerciale qui devra rester accessoire. Il sera ainsi sollicité du délégataire la mise en place d'une tarification aussi attractive que diversifiée, soumise à la commune pour approbation préalable, d'horaires d'accueil aussi élargis que possible, et encore la programmation d'animation et d'exposition temporaire, tout comme la possibilité d'accueil de prestige et toute autre sollicitation qui serait exigée au titre du label Musée de France sous le contrôle de la Direction des Affaires culturelles de la Martinique. S'agissant du financement du service, il est rappelé que celui-ci doit être assuré par le délégataire. Tarification à l'usager préalablement homologuée et subventions diverses, avec le soutien éventuel de la commune dans la mesure de ses possibilités, laquelle n'étant pas astreinte à une subvention d'équilibre au regard de la nature du service. Ce soutien ne pouvant, en tout état de cause, que contribuer à la couverture des charges du service. À ce titre, et au regard des travaux de rénovation de la structure affermée, il est demandé d'autoriser le maire à ce qu'il sollicite des candidats, qu'il présente un équilibre contractuel excluant une contribution directe de la commune qui se limitera sur la durée à l'amortissement des travaux et à due concurrence, à abandonner toute participation aux résultats de l'exploitation, étant convenu qu'à l'issue, cette participation aux résultats au profit de la pourra être établie par voie d'avenant des propensions qui ne soient pas de nature à mettre en cause l'équilibre du contrat. Il est en revanche rappelé que le délégataire doit verser à la commune une redevance destinée à couvrir au moins partiellement la mise à disposition des locaux au regard de l'impossibilité d'une mise à disposition gratuite du domaine public. Cette somme sera calculée en fonction de la valeur locative du bien fixé par le service le service des domaines, de l'amortissement des travaux restant dus et des investissements à envisager pour une éventuelle extension. Il est par ailleurs proposé de retenir le principe de mouvement mensuel. S'agissant enfin de la durée du contrat, il est proposé d'envisager une délégation d'une durée comprise entre 5 et 10 ans maximum. Après avoir entendu l'exposé ci-dessus, le maire propose aux membres du conseil municipal de maintenir le principe de service public local culturel aux travailleurs du musée Franck Perret, de choisir le principe de délégation sous forme d'affermage pour la gestion du musée en tant que contribuant au service public culturel, d'autoriser le lancement d'une consultation et l'engagement des négociations dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, de se prononcer favorablement sur les caractéristiques essentielles du contrat telles que décrites quant à son objet, son financement et sa durée. Merci. Collègues, je crois que la note de synthèse est suffisamment explicite. Néanmoins, je suis à l'écoute de vos questions. Madame Bragance. Monsieur le maire, le musée Franck-Arnaud Perret se trouve sur un espace urbain de la zone dite de la bande des 50 pas géométriques. Ma question est la suivante. Suite à ce regard géographique, la ville de Saint-Pierre a-t-elle le droit de faire un appel d'offres et d'avoir un délégataire, même s'il assumera les obligations
et les responsabilités liées au pouvoir qui lui ont été délégués. S'il vous plaît. Merci, Madame Bragance, de cette demande de précision. Effectivement, il y a à clarifier une situation particulière. Je confirme que le musée de Saint-Pierre a été construit sur une parcelle qui appartient à l'État. C'est le domaine des 50 pas géométriques. Et que le bâtiment, lui, est propriété de la ville, alors que la parcelle est propriété de l'État. Donc à partir de là, nous avons autorité sur la gestion de ce bâtiment. C'est pour ça qu'il est qualifié de musée municipal et tout ce qui s'y est fait à l'intérieur, le personnel, enfin tout, dépend de la municipalité. Et l'assiette, la parcelle sur laquelle elle va, est toujours sous autorité de l'État. Donc dans ce cadre-là, ce qui sera fait sur le bâtiment et son contenu fera l'objet de cette délégation de service public. Pour le reste, s'il y a des aménagements extérieurs à faire, le délégataire aura nécessairement à solliciter l'autorisation de l'État. Bien entendu, le tout étant fait sous le regard des spécialistes et des experts de la direction des affaires culturelles, plus directement. Dans la présentation de cette question, il a été évoqué l'état de vétusté du musée et les risques pour la sécurité des usagers et des personnels. Dois-je quand même, ce qui n'a rien à voir avec ce qui a été présenté, mais je crois quand même rappeler à tous les élus et aux pyrotechniques qui sont ici présents que je vous ai adressé deux courriers, l'un le 28 juin 2017, l'autre le 29 juin 2017. Dans le premier, je vous informais qu'à la demande des personnels du musée, je les ai rencontrés et ils ont souhaité que je vous montre leur doléance, à savoir la réalisation en urgence de travaux de peinture, d'électricité, de remplacement de moquettes et de certaines dalles du plafond du musée souillées par les infiltrations d'eau de pluie, afin d'offrir aux visiteurs un espace plus accueillant lors de l'ouverture de la haute saison qui débutait fin octobre, début novembre 2017. En réponse, vous m'aviez remercié et indiqué que les dispositions seraient prises pour donner suite à l'ordonnance. Rassuré par votre réponse, et sachant que la date pourrait aider la ville dès le lendemain, 29 juin 2017, je vous informais de ma rencontre le jour même avec le conseiller musée de la DAC que j'avais sollicité, et je vous précisais qu'il m'avait fait savoir qu'il restait un reliquat sur l'enveloppe budgétaire de 2017 pour les musées et qu'il pourrait en attribuer une partie pour réaliser ces petits travaux urgents à condition que la ville en fasse rapidement la demande. Monsieur le maire, pourquoi n'avoir pas saisi cette possibilité de financement de la DAC offerte à la ville pour réaliser ces travaux urgents et nécessaires qu'appelaient de leur vœu les personnels du musée? Si l'état de vétusté du musée s'est considérablement dégradé, vous en portez l'entière responsabilité car vous n'avez rien fait pour les remédier. Allô? Pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu par l'intervention, mais y a-t-il une autre demande d'intervention? Madame Gobalsamy. Et que nous savions tous l'état du musée, donc... Attendez, je vous demande de respecter l'ordre de demande. Madame Gobalsamy, avez-vous terminé? Monsieur Gobalsamy, tu veux le micro?
Merci, Monsieur Gobas. Donc, effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse dans vos interventions. Non, le musée ne s'est pas dégradé en 2 ans et demi à ce point-là. Il n'y a qu'à voir, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la peinture pour voir que la peinture date pas de, s'est pas dégradée à ce point en 2 ans et demi. La toiture non plus, l'électricité qui date des années 70, il y a un compteur qui dont les fils pendouillent. De là à dire que j'ai attendu votre courrier, Monsieur Espartero, pour savoir l'état du musée, je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'effectivement nous y étions, ne serait-ce que pour signer cette convention avec l'ex-région qui visait à la rénovation, à l'extension du musée et la consolidation, sécurisation des ruines du Figuier. Vous étiez, Monsieur Espartero, en charge du patrimoine, du tourisme à un moment donné et de la culture. Je ne crois pas que vous m'ayez proposé une seule lettre pour me demander, pour m'aider, parce que vous aviez délégation pour ça, pour écrire à la CTM pour relancer ce dossier. Donc à partir de là, vous saviez que ce dossier existe. Laissez croire que rien n'a été entrepris, que je n'avais aucune espèce de considération pour les conditions du travail des personnels qui étaient à l'intérieur, que j'étais totalement insensible aux risques qui se posaient. Je crois que c'est juste un tout petit peu exagéré. Je m'en tiendrai là, mais en tout cas, le fameux reliquat, je m'y suis intéressé, je sais que vous êtes un juge de paix. M'imposer, me sermonner, m'intimer l'ordre de faire, vous n'avez fait que ça. À partir de là, j'ai quand même écouté un certain nombre de choses, je me suis rapproché de la DAC, mais vous ne le savez pas, et que le fameux reliquat en question, c'était 6 000 € qui restaient pour l'année. C'était le budget qui restait à la DAC pour la Martinique tout entière. Et ce budget, vous auriez pu le découvrir avant, parce que la DAC, justement, a reproché à toutes les collectivités martiniquaises de ne pas faire appel à ces fonds. Vous étiez pendant 2 ans et demi responsable de ce musée, vous n'avez pas sollicité, vous n'avez pas intimé, vous n'avez pas, comment dirais-je, et vous étiez à la DAC, vous auriez pu suggérer aux élus que nous sommes, à savoir que vous aviez la connaissance, à la fois en tant que professionnel, mais vous deviez rechercher en tant qu'élu adjoint en charge de ce musée les solutions. Non, vous m'avez intimé l'ordre par courrier de faire. Voilà. À partir de là, la DAC nous a dit que, justement, parce qu'on ne sollicitait pas en Martinique ces fonds-là, petit à petit, ils se réduisaient. Et que sur 2017, quand on en a parlé, il ne restait plus que 6 000 € pour la Martinique. Donc à partir de là, il n'y avait même pas de quoi changer les climatiseurs et encore moins l'électricité, la peinture, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on en est resté là. Actuellement, sont programmés des vraiment d'extrême urgence pour remettre en lumière les vitrines, pour faire 2 ou 3 choses, mais nous avons décidé de prendre le taureau par des cornes, puisque ce dossier est en sommeil depuis 3 ans, et de chercher une solution, comme nous l'a préconisé d'ailleurs le jury qui nous a auditionné pour la reconquête du label Ville d'Histoire, le gouvernement lui-même, face au déficit de moyens d'entretenir le patrimoine français, incite fortement les collectivités et lui-même, le gouvernement, à aller chercher du côté du privé à faire des partenariats pour pouvoir entretenir et valoriser le patrimoine français. Donc à partir de là, on pouvait faire le constat qu'on ne pouvait rien faire. À partir de là, on pouvait faire le constat qu'on allait bricoler 2 ou 3 prises électriques, 2 ou 3 vitrines, etc. Et puis repousser à chaque fois ces grands travaux qui devaient être faits depuis des années, qui n'ont pas été faits. Et donc, surtout, ne pas attendre plus avant, parce que vous m'avez interpellé en juillet ou juin. Vous ne savez peut-être pas qu'en février 2017, à l'occasion d'une réunion, et vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue en sous-préfecture, sur l'effondrement, le glissement de terrain des ruines du Figuier, Madame Léotin, en personne, était présente avec Monsieur Mongis, responsable des grands travaux. J'ai à ce moment-là appris, peut-être, ou simplement rappelé à Mme Léotin qu'il y avait un dossier qui sommeillait à la CTM, et je lui ai demandé si elle avait 2 minutes à me consacrer. Je suis allé en février 2017 faire le constat que vous m'avez vu dans votre lettre. Donc ne faites pas comme si c'est vous qui m'avez fait découvrir l'état du musée. Je lui ai montré le placard dans lequel il y a un compteur qui date de Mathusalem avec des fils quasiment à l'air libre. Elle a vu.
l'état du musée. Elle a vu l'état des ruines du Figuier. Et je lui ai dit, il y a un dossier à la CTM. Rien n'a été fait. Quelle a été la réponse? Je ne sais pas si c'est une réponse ou tout simplement machin. C'est qu'en juillet, pendant les vacances de 2017, on a désinscrit le musée de Saint-Pierre de la liste des musées à visiter pour l'opération Vacances au musée. C'est ce que j'ai eu comme réponse. Alors à partir de là, j'ai su que c'était mon affaire, pas la vôtre. Alors à partir de là, j'ai pris le taureau en main avec mes élus et nous proposons ce soir cette solution qui consiste à mettre ce musée en DSP à durée déterminée dans les conditions que l'appel d'offres qui va être fait pour mettre en concurrence les différents délégateurs possibles va préciser, à savoir que ce musée, il va être rénové par, je ne sais pas encore qui, fondation ou autre privé, qui va nous remettre ce musée en état, qui va le remettre en gestion, qui va faire en sorte qu'on puisse récupérer les objets qui sommeillent, comme vous le savez, dans les tiroirs de la DAC et qui ne peuvent pas rentrer dans ce musée parce que les conditions de conservation ne sont pas réunies. C'est tout ce qui va être fait dans le cadre de ces DSP et à l'amortissement des travaux qui seront faits au bout de 5 à 10 ans, ce sera un calcul qui sera fait, ce musée reviendra totalement en gestion de la mairie de Saint-Pierre. Entre-temps, tout ce qui se passera dans le musée sera sous le regard de la mairie de Saint-Pierre, sur la ville de Saint-Pierre. Les tarifs, tout seront négociés avec la ville de Saint-Pierre, avec avis de la ville de Saint-Pierre, tout ça sous le regard de la DAC. Donc il s'agit d'une opération qui est sous contrôle, mais dont on se... Comment dirais-je, n'ayant pas la capacité de porter cette rénovation qui va coûter certainement entre 700 000 et 1 million d'euros, la ville de Saint-Pierre recherche, comme d'autres villes de France et de Navarre, des solutions pour entretenir leur patrimoine. C'est de ça qu'il s'agit là ce soir, et non pas de lettres de remontrance ou de mise en demeure de faire. En tout cas, moi je fais et j'avance. C'est juste pour rectifier. Je n'ai jamais dit que le musée, depuis que vous étiez là, que vous étiez aux responsabilités, je n'ai jamais dit que le musée s'est dégradé. J'ai dit qu'il était déjà dégradé. En 3 ans, il s'est considérablement dégradé. Ben, c'est un constat, puisque rien n'a été fait. Vous dites que je n'ai rien fait, que je n'ai fait que vous intimez l'autre. Ce n'est pas vrai. Ma première action, ça a été au musée. Et vous le savez très bien. J'ai fait un rapport avec des photos. C'est moi qui ai fait mettre, avec les dispositions, les petits moyens de la ville, c'est moi qui ai fait mettre les potelets devant. Pourquoi? Parce que les voitures se garaient devant. Donc ne dites pas que je ne faisais que vous intimer. J'ai fait un rapport qui n'avait jamais été fait, je l'ai fait, j'ai fait des photos. Donc ne dites pas, alors il faudrait que ce soit moi qui fasse les demandes de courrier auprès de la CDL, c'est moi qui fasse les demandes de subvention auprès de la DAC. Bien, Je vais passer à une autre question. Monsieur Marquet. Donnez le micro à M. Marquet, s'il vous plaît. Oui, alors, effectivement, je comprends que les collègues Gobert sont mis sous FUSC. Sous le FUSC des propos de l'intervention du collègue Esparatio. Mais ceci n'empêche, c'est comme disait le collègue Planchette, sur le fait du travail qu'il y a à faire. Et en 2 ans et demi, même si effectivement on comprend bien que ce n'est pas en 2 ans et demi que ce musée s'est dégradé, mais en 2 ans et demi, quand vous étiez en responsabilité, voire même au pouvoir, le personnel du musée avait des conditions de travail. Merci, Madame Gobalsamy. Merci. Non, je ne vous interromps pas, respectons-nous. Donc, le personnel du musée avait effectivement encore des conditions de travail exécrables. Et M. Esparatio vous a interpellé sur le sujet depuis quelque temps. Donc maintenant, allez lui dire qu'il était en délégation. On sait bien ce que délégation existait, quand nous étions nous-mêmes à vos côtés. Donc effectivement, on n'a pas à se plaindre, le travail était fait comme vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez faire. Je note quand même un certain nombre de choses. Je note que les collègues ont bien
lu le règlement intérieur, donc c'est Bouhara, nous et puis ça. Et la deuxième chose que je note, c'est que vous m'accusez d'être un spécialiste de la désinformation. Alors que vous reprochez à Espartero de vous insulter. Moi, si je vous dis que vous êtes un spécialiste de l'enfumage, je ne fais que répéter les propos de la population. Voilà. Je vais avoir le micro, ce sera ma dernière intervention. Je crois qu'on a débattu de l'essentiel. Le reste, apparemment, est totalement accessoire. Là aussi, les qualificatifs sont ce qu'ils sont. Ça vole très haut, enfumage, minable, etc., etc. En tout cas, monsieur l'adjoint en charge de l'urbanisme, je ne vous ai pas non plus vu souvent en visite au musée pour savoir ce qu'il y avait à y faire. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu sur beaucoup de chantiers dont vous avez la charge pendant 2 ans et demi, et c'est pas moi qui vous ai empêché d'y aller. Je suis allé seul avec Madame Léotin pour lui montrer l'état d'un bâtiment dont vous aviez la responsabilité en tant que responsable des grands travaux. Monsieur Michael Gobalsamy, ce sera la dernière intervention. Alors, je veux dire, 14 ans plus de 2000. Le musée est dans le point. Merci d'avoir trouvé la solution. Merci, monsieur. Bien, nous allons passer au vote, chers collègues. Donc, Madame Lupon. Aucun problème, Madame Lupon. C'est avec plaisir que je réponds à votre demande. Donc, ça me paraît non seulement intéressant, mais presque nécessaire. Donc, première question. Monsieur le maire propose au conseil municipal de maintenir le principe d'un service public local culturel au travers du musée Franck Perret. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, monsieur Espartero, d'accord. Donc, 2 non-participations au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. De monsieur Espartero, j'aimerais bien qu'il s'exprime lui-même. Bon. Non, mais écoutez. Je demande à chacun, Monsieur Gobalsamy, je te demande de respecter la demande de prise de parole, mais je fais remarquer que Monsieur Gobalsamy n'a pas tort et les autres élus non plus. Nous considérons que de toute façon ça revient au même, qu'ils soient autour de la table, qu'ils ne participent pas au vote ou qu'ils ne soient pas là du tout. Nous noterons qu'il y a une non-participation au vote. Je répète, sauf s'il y a autre chose. Qui vote contre? Pardon? Bon, merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Deuxième question. Je demande aux membres du conseil municipal de choisir le principe d'une délégation. Mais c'est l'unanimité, monsieur Marquet. Quand vous êtes hors du vote, c'est noté, vous ne comptez pas dans l'effectif. C'est l'unanimité. Bon, sinon révisez votre droit de choisir le principe d'une délégation sous forme d'affermage pour la gestion du musée en tant que contribuant au service public culturel. Qui vote contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, moins un vote contre. Après avoir entendu l'exposition, monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'autoriser le lancement d'une consultation et l'engagement des négociations dans le cadre de la procédure de délégation de service public. Qui vote contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité, enfin, adoption à la majorité, moins une voix contre. Enfin, le maire propose aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur les caractéristiques essentielles du contrat tel que décrites quant à son objet, à son financement et à sa durée. Qui vote contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, moins une voix contre. Chapitre urbanisme. Modification de la délibération du 26 mars 2018
relative à la demande de cession de parcelles au lieu dit La Guinguette et au quartier fort dans le cadre de la ZMO. Je vais prendre cette question-là, Madame Génaud étant absente. Lors de sa séance du 26 mars, le conseil municipal, donc le dernier conseil municipal, le conseil municipal a voté une demande de cession des parcelles A383 et A382 à La Guinguette et C124, 407 et 419 au quartier fort du domaine public maritime pour la mise en œuvre du projet de zone de mouillage organisé. Cependant, il apparaît que la parcelle 383 ne concerne pas La Guinguette en raison d'une modification cadastrale. Il s'agit donc pour le conseil municipal de se prononcer sur la demande de cession des parcelles avec les bonnes références cadastrales de parcelles qui feront l'objet de demande de cession de la commune sont les suivantes. L498 et L499 au lieu dit La Guinguette, C124, C407, C419 au quartier fort. Et voilà, donc cette demande de modification, c'est suite au constat que tout simplement Cap Nord, qui nous avait demandé de procéder à cette opération, de rapatriement dans le domaine municipal de ces parcelles, s'était trompé de numéro de parcelle, tout simplement. Donc ça ne remet pas en cause le fond de notre délibération du 26 mars. Donc je demande au conseil municipal de m'autoriser à solliciter de l'État la cession des parcelles suivantes situées sur le domaine maritime public, L498 et L499 à La Guinguette et C124 et C24, 407, 419 au quartier fort dans le cadre du projet de zone de mouillage organisé et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches utiles à cette fin. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, adoption à l'unanimité, moins une abstention. Et enfin, chapitre finance, une question pour laquelle je passe la parole à Monsieur Hervé Planchette. Merci. Alors le point 5, c'est subvention à l'association Union des femmes de la Martinique. Lors du conseil municipal, il a été proposé que la ville vote l'attribution d'une subvention à l'Union des femmes de la Martinique afin de l'aider dans les difficultés financières qu'elle rencontre. Pour mémoire, les missions de cette association sont l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des femmes victimes de toute forme de violence, la prévention contre les violences sexistes, les actions en faveur d'une société plus égalitaire sont leurs priorités. Il note aussi, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer une subvention de 1 500 € à l'Union des femmes de la Martinique au titre de l'article 67-48, subvention exceptionnelle du budget primitif 2018. Le maire demande donc au conseil d'approuver le montant de la subvention proposée par l'UFM, de l'autoriser à verser cette somme à l'UFM. Collègues, avez-vous des questions? Une question, Madame Dupont. Je voudrais juste savoir Tenez, je vous passe le micro. sur quelle base cette montant a été décidé, est-ce que ça correspond à une demande qui a été faite par l'UFM? Il avait été demandé, Monsieur Planchette, l'association des maires a demandé à... Oui, il y avait une somme? Non. C'est l'association des maires qui a sollicité l'ensemble des maires, à inciter l'ensemble des maires à répondre à la demande de cette Union des femmes de la Martinique. Bon, certains pensaient qu'on pouvait attribuer des sommes allant de 3 000 à 5 000 euros. La mairie de Saint-Pierre, ayant les moyens qu'elle a, elle veut quand même néanmoins faire un geste. C'est pour ça qu'elle propose 1 500 € dans le chapitre, dans l'article subvention exceptionnelle qui ont été budgétés dans le budget primitif de 2018 que vous avez voté il y a quelques jours ou semaines. Voilà. Ça n'est pas un très gros geste, mais c'est un symbole de prise en compte des difficultés de cette association qui est nécessaire pour résoudre encore bien des difficultés qui se posent aux femmes de la Martinique. Y a-t-il d'autres questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Madame Lupon. Nous prendrons en compte cette information. Merci beaucoup, bonne soirée.